Bonjour Éric Coquerel. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes président de la France Insoumise de la Commission des Finances et député de Seine-Saint-Denis. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que vous, à la France Insoumise, vous irez lundi ? Écoutez, si l'idée c'est de négocier je ne sais quoi avec le Premier ministre, non, on n'ira pas. On n'est pas là pour essayer de jouer dans le scénario de M. Bayrou, qui est de négocier sur un coin de table quelques mesurettes, alors qu'il a redit encore ce soir que le schéma global de son budget ne serait pas mis en question, c'est-à-dire de faire payer aux Français la note. Et cette note, c'est les recettes que l'État s'est amputées depuis 2017 en faveur des plus riches, qui nous coûtent 60 milliards d'euros par an. Mais donc vous n'êtes pas d'accord. Les Français qui le feront payer. Ce que vous dites, c'est que vous n'êtes pas d'accord sur le constat. Non, je suis d'accord sur rien. De François Bayrou, qui dit quand même qu'il y a 44 milliards d'euros d'économies à faire. Oui, mais c'est important. 3300 milliards d'euros de dette. Oui, c'est ça, 3300 milliards sur 8 ans, d'accord ? C'est-à-dire le nombre d'années où on rembourse. Moi, je ne suis pas... Bon, en gros, ce que nous avons encore fait, oui, je peux vous expliquer si vous voulez, c'est-à-dire 3300 milliards, c'est remboursé sur 8 ans. C'est comme si vous me disiez, quelqu'un achète une maison, je sais pas, à 500 000 euros, et sa dette, c'est 500 000 euros sur un an. Comment vous remboursez 3300 milliards sur 8 ans, c'est pas possible. Eh bien si, c'est exactement ce qui se passe, monsieur. Mais c'est exactement ce qui se passe, c'est-à-dire que la durée moyenne de la dette en France est de 8 ans et 6 mois. Ça veut dire que 3300 milliards se remboursent sur 8 ans et 6 mois. Donc ça ne se rembourse pas sur un an de bénéfice. Alors attendez, ça c'est une autre question. Vous me posez, je vous réponds sur les 3300 milliards. Je vous réponds sur les taux d'intérêt, si vous voulez. Les taux d'intérêt en France, là, ont augmenté. Effectivement, pour cette année, ils vont être légèrement au-dessus de l'inflation, c'est-à-dire que ça va nous coûter de l'argent, ce qui n'était pas le cas en 2024. Ils reviennent, en gros, à des taux d'intérêt assez classiques par rapport à ça. Par exemple, et ce qu'il faut regarder au niveau de la charge de la dette, je le répète par rapport à ce qui est donné, c'est pas en volume ou en valeur, c'est en pourcentage du PIB. Actuellement, elle est 2% du PIB. Est-ce que vous savez de combien elle était en 2007, la charge de la dette ? Dites-moi. Elle était de 3%. D'accord ? Donc c'est juste pour vous dire qu'on n'est pas dans une situation... Mais quoi, vous dites en gros, c'est pas si grave ? Non, c'est pas... Oui, c'est pas la catastrophe aujourd'hui en France, par exemple, à mon avis, c'est plutôt le fait que l'industrie passe en dessous de 10% du PIB pour la première fois depuis la Ve République. C'est plutôt le fait que le chômage remonte, c'est plutôt le fait que la pauvreté bat des records en Europe, et c'est plutôt le fait, parce que c'est peut-être ce qui devrait être justement l'alpha oméga d'une politique économique. Si vous alliez demain interroger les Français qui cet été ont vécu la canicule, des inondations, des méga-feux, etc., et que vous leur disiez, est-ce que vous pensez réellement que le problème numéro 1 en France aujourd'hui qui est posé pour un budget, c'est la dette écologique, c'est-à-dire de façon à anticiper, freiner le dérèglement climatique, prévenir, avoir suffisamment de pompiers pour réagir, ou est-ce que vous pensez que c'est le fait que la dette soit à 3 ou à 3,1% ? Je vous assure qu'à mon avis, la réponse, demandez à Madame Masson-Delmotte, par exemple, ce qu'elle en pense sur les investissements qui seraient nécessaires, qui pour la première fois l'an dernier ont baissé. Vous savez que pour la première fois l'an dernier, les investissements publics, privés en matière écologique ont baissé et que la baisse du CO2 baisse. Moi, c'est ça qui m'inquiète particulièrement. C'est ça le sujet qu'il faudrait baisser. Au lieu de faire ce que monsieur le Premier ministre fait, encore ce soir sur TF1, c'était un espèce de catastrophisme qui, à mon avis, est un très mauvais coup joué à la France, parce que, à force de dire des inepties, par exemple, monsieur, une ineptie, ça c'est de dire que aujourd'hui... Marc Fati dit une ineptie, tout le monde dit des inepties. Monsieur Bayrou. Une ineptie, comme il a dit encore sur TF1 ce soir, c'est que vous avez failli reprendre, c'est les taux d'intérêt explosent. Non, les taux d'intérêt n'explosent pas. C'est de dire que, par exemple... Mais vous avez entendu quand même... nous n'aurions plus assez de prêteurs. Vous savez qu'au début de l'année, quand on a émis l'emprunt, il y a eu 10 fois plus de personnes qui ont voulu prêter à la France parce qu'elle est encore un placement sûr. Par contre, ce qui est vrai, c'est que la politique menée depuis 2017, et plus encore depuis 2 ans, alors qu'elle est minoritaire, est en train d'aggraver la situation économique, est en train de créer le chaos, et c'est ça qu'il faut arrêter en toute urgence. Mais monsieur Coquerel, vous qui régulièrement, avec la France Insoumise, réclamez plus de moyens pour le fonctionnement des services publics, lorsque l'on voit que, non pas la dette, mais le remboursement des intérêts de la dette représente l'équivalent du budget de l'éducation nationale, est-ce que vous vous dites pas, cet argent-là, si on l'avait pour financer des écoles, des hôpitaux, ce serait préférable plutôt que de rembourser des intérêts de la dette? Ça dépend à quoi ça sert. Est-ce que la dette est nécessaire ou pas? Est-ce que, par exemple, quand vous voulez investir dans le pays, les Allemands, par exemple, ont décidé, face à la guerre commerciale déclenchée par Trump, mais c'est un vrai sujet. Les Allemands vont emprunter car ils ont cassé attendez, juste sur le principe de ce qui se passe par rapport à la situation actuelle. Monsieur Trump est en train de déclencher une guerre commerciale, d'accord? Est-ce que la question de la souveraineté industrielle, de la relance industrielle ne devrait pas être au cœur de notre problème politique? Les Allemands se la posent de manière tellement
importante qu'ils viennent de casser, ils viennent d'en finir avec la règle constitutionnelle qui veut qu'il n'ait pas de déficit. Bilan l'an prochain, moi je regarde sur l'avenir. Les Allemands vont mettre 60 milliards d'investissements, plus chaque année maintenant, plus un plan de 500 milliards. Eh bien moi je vous donne rendez-vous dans 10 ans. Parce que nous, dans le budget prévu par M. Bayrou, il y a en tout et pour tout, en termes d'investissement, et je conteste que ça soit sur ce secteur qu'on aille, plus 3 milliards pour la défense. C'est tout. Donc on va être à la ramasse par rapport à ça. Ce n'est pas vous-même, vous saluez 60 milliards d'investissement par les Allemands. Est-ce qu'il ne faudrait pas mieux 60 milliards d'investissement que 60 milliards de remboursement? Alors vous avez raison sur une chose. Le problème, c'est à quoi sert la dette et à quoi sert le déficit en France depuis 2017. Le PIB, dans le PIB, les dépenses publiques n'ont pas augmenté depuis 2017. Je suis désolé de vous l'apprendre, c'est la réalité. Les dépenses sociales. Non, globalement, ça n'a pas augmenté. Ce qui a baissé, c'est de 3 points les recettes, c'est-à-dire tous les cadeaux fiscaux qu'on a fait, et notamment qu'on a fait aux plus riches, en espérant que ça allait, parce que c'était un pari. Justement, on peut le juger. L'idée, c'était de favoriser les capitaux pour espérer que ça fasse de l'investissement et de l'emploi. C'est un constat d'échec. Voilà. Et M. Bayrou propose de faire payer aux Français. Ça n'a pas marché. Ça marchait de 2017 à 2021. Oui, moi, je regarde le bilan maintenant. L'industrie se casse la gueule. L'emploi, vraiment, et c'est un drame, c'est un drame. L'emploi est en train, est sur vraiment une mauvaise situation. Et je le disais tout à l'heure, ça n'a pas l'air de vous inquiéter, mais pour la première fois depuis 2 ans, nous sommes à moins 2 milliards l'an dernier d'investissement en matière écologique. Alors que c'est, à mon avis, le problème numéro 1 qui est posé. Donc, ce que je vais vous dire, c'est que ce qui est prévu par le budget de M. Bayrou, il a plein de défauts. Le premier défaut, c'est qu'en réalité, il a un aspect récessif sur l'économie. Parce que quand vous baissez la consommation populaire, qui est le feu de l'activité économique en France, qui fait que contrairement aux Allemands, nous ne sommes pas rentrés en récession depuis 3 ans, et que vous attaquez le pouvoir d'achat des gens, des retraités, des prestations sociales qui seront gelées, quand vous baissez les moyens des ministères, hors des ministères régaliens, vous avez un effet récessif sur l'activité économique. Les économistes le disent, ils sont même tout à fait d'accord là-dessus. Donc, si on appliquait le budget... Attendez, je vous explique. Si on appliquait le budget de M. Bayrou, non seulement je vous fais tous les paris que vous faites, nous ne réduirons pas le déficit, c'est exactement ce qui se passe depuis des années, c'est cette politique qui est menée, mais en plus de ça, nous aurons encore une fois affaibli le modèle social français. Alors pardon, je me tourne vers les économistes en plateau. Non mais je pense que... Alors déjà, deux chiffres, 2 secondes. Alors chacun son tour, Jean-Marc Sylvestre. Les économistes disent effectivement que la consommation fléchit parce que les Français ne consomment pas. Mais les économistes constatent aussi que pendant ce temps-là, ils épargnent. Et jamais on a épargné autant. Alors comment expliquez-vous que ces Français que vous dites déprimés épargnent massivement et ne dépensent pas leur argent? Vous avez raison sur la consommation populaire. C'est la consommation populaire qui compte. Je vais y venir. Je ne pensais pas que vous alliez parler de la consommation des voitures de luxe, franchement. Non, je vous parle de la consommation populaire. Mais la consommation populaire, monsieur, elle est d'abord basée sur ceux qui ne peuvent pas épargner, qui à la fin du mois... Non, regardez la clientèle du livret A. Mais je parle du livret A de la caisse d'épargne. Mais à votre avis, qui peut épargner aujourd'hui? Est-ce que vous connaissez la situation économique dans ce pays aujourd'hui? Oui, je crois que Jean-Marc Sylvestre est plutôt bien renseigné. Peut-être, mais je me permettrai quand même de lui indiquer qu'aujourd'hui, par exemple, il n'y a plus d'embauche dans les boîtes. D'accord. La TVA vient de baisser au premier trimestre de manière très inquiétante parce que ça note justement la baisse de la consommation populaire. Et les Français qui peuvent épargner, vous avez raison par rapport à l'avenir. Aujourd'hui, c'est un des indices. Ils épargnent plus qu'ils n'épargnaient. Mais ça veut dire quoi? Eh bien, ils ont la trouille. Mais ils ont la trouille de quoi? Ils ont la trouille d'une activité économique qui est récessive et qui ne va pas. De l'instabilité politique. Mais là. Alors attendez, moi j'aimerais que la stabilité politique, et c'est à ça qu'à mon avis en venir, c'est qu'il y a 1 an, M. Macron a fait un pari, il a dissous l'Assemblée, il est revenu minoritaire, sa politique est minoritaire, et au bout d'1 an, et à mon avis c'est cette période qui va être close par le 8 septembre, c'est-à-dire le fait que le Premier ministre ne va pas avoir le vote de confiance, eh bien depuis 1 an, coûte que coûte, il essaie d'imposer une politique qui est minoritaire dans le pays. Ça, on va y revenir évidemment, mais juste j'aimerais revenir sur un de vos propos c'est sa démission pour qu'on comprenne bien. Vous dites aucune des mesures proposées par François Bayrou ne permettra de réduire le déficit. Est-ce que c'est vrai? Moi je l'ai dit souvent, évidemment. Non, mais ce qui est fou, c'est qu'on est presque d'accord sur le diagnostic. C'est-à-dire qu'effectivement, la politique qui a été menée jusqu'à présent est un échec. Il faut être honnête, c'est-à-dire on a augmenté la dette publique de, je l'ai tout à l'heure, plus de 1 000 milliards d'euros. Mais là, les mesures proposées, les mesures qui sont sur la table. Elle n'a pas été effectivement effective. Mais le problème, c'est que on a aussi la charge d'intérêt de la dette sur 15 ans, chiffre de l'INSEE, 1 000 milliards d'euros.
Vous vous rendez compte, M. Coquerel, 1000 milliards d'euros fichus par les fenêtres. Donc ça, c'est tous les économistes que vous écoutez souvent, qui vous disent la dette ne coûte rien. Évidemment qu'elle coûte, cette dette. Et parce que ces 1000 milliards d'euros, on aurait pu... Justement, donc ne disons pas... c'est ça le vrai enjeu. Le vrai enjeu est là. C'est que cette dette a mal été utilisée. Alors justement, cette dette a mal été utilisée. Cette dette doit être utilisée justement pour l'investissement, pour l'innovation. Et c'est là où, effectivement, ce que vous proposez ne colle pas. C'est-à-dire que si jamais aujourd'hui, ce que vous dites, ce qu'a dit par exemple M. Mélenchon... C'est pas ce que propose M. Bayrou. Oui, on est d'accord. Par contre, M. Mélenchon, au moment de la crise de l'inflation, M. Mélenchon, ce qu'il a dit il y a 2 jours, il a dit que les 60% de dette qui étaient détenues par les étrangers, on n'allait pas le rembourser. Vous vous rendez compte l'impact d'un tel discours? Ça, c'est très dangereux. C'est qu'aujourd'hui, effectivement, je veux juste vous répondre à votre question. C'est que si aujourd'hui nous avons une situation où on le voit, même avec un budget de M. Bayrou, les investisseurs commencent à délaisser la dette publique française. Vous l'avez vu ces derniers jours. Les taux d'intérêt de la dette publique allemande baissent. Nous, ça augmente. À votre avis, pourquoi? Parce que ça a un lien avec... Nous ne sommes pas crédibles. Est-ce que ça a un lien avec votre politique? Ça serait évidemment encore pire. Avec l'instabilité politique et avec le discours catastrophique de M. Bayrou. Je ne suis pas d'accord. Les comparaisons imbéciles avec la Grèce. Le vôtre aussi. Imbécile avec la Grèce. Non. Moi, je suis pas justement, je ne suis pas en train de... Il y a 2 discours à avoir. Il y a la politique menée depuis des années, d'accord, qui est une politique... On n'est pas en accord, ça, bon, on sait. On n'est pas en accord. Je pense que le bilan est très mauvais. C'est-à-dire que d'un point de vue de l'industrie, d'un point de vue du chômage, je pense que le bilan n'est pas bon et nous met en grande difficulté par rapport à d'autres économies qui ont d'ailleurs les mêmes problèmes. Parce que nous, c'est le déficit, mais les Allemands, encore une fois, ne mettez pas de côté le fait que ça fait 3 ans qu'ils sont en récession. Raison pour lesquelles ils réagissent. Donc, nous sommes dans une situation qui nous met en difficulté par rapport aux autres pays. Mais au-delà de la situation menée par cette politique, il y a quand même la France qui, par exemple, je vous le dis, par rapport à la dette, c'est 1 an de PIB. Notre actif en France, c'est 6 ans de PIB. Je trouve que M. Bayrou joue un très mauvais rôle à essayer de faire un catastrophisme, laissant penser que nous sommes quasiment demain au bord de la faillite. Pourquoi ? Parce que à agiter comme ça des peurs irrationnelles, vous faites peur au marché, vous faites peur aux Français, vous jouez sur la confiance, et donc c'est un très mauvais coup. Tout ça pour justifier sa politique. C'est en cela que je ne dis pas que la dette... Mais vous ne croyez pas que c'est l'ensemble de la classe politique qui fait peur au marché, comme vous le dites? Parce qu'à ne pas vouloir de compromis, à ne pas vouloir se mettre autour de la table, à boycotter la réunion du Premier ministre, vous ne croyez pas que justement vous envoyez des compromis sur quoi? Est-ce que vous avez entendu M. Bayrou? Non. Il en a fait des compromis, François Bayrou. Et il explique que mesure par mesure, il est prêt à revenir. C'est intéressant ce que vous dites. Vous vous souvenez que l'année dernière, on a tenté ce compromis à l'Assemblée. Je vous le rappelle. L'Assemblée, dans son ensemble, a tenté ce compromis. Elle a dit, on a eu un budget proposé par M. Barnier et nous l'avons modifié. Nous avons mis 60 milliards de recettes en plus. D'ailleurs, pour la petite histoire, l'article d'équilibre qui note la fin de la discussion des recettes, le déficit était baissé à 2,7, qui montre bien qu'il y a un problème de recettes. Qu'est-ce qui a été fait? Est-ce qu'ils se sont tournés vers l'Assemblée en disant « Nous savons que nous sommes minoritaires, on va prendre en compte ce que vous dites ». Non, ils sont passés par 49.3, ils ont rétabli leur budget. Donc il n'y a pas de tentative de négociation. Pourquoi? Parce que leur politique est celle qu'ils veulent continuer à mettre. C'est une politique qui doit faire de compétitivité, qui continue à penser que pour essayer de sortir de la situation, il faut finalement arranger, on va dire, les plus hauts revenus du capital. Ce qu'a fait Mais M. Macron. Vous pensez que les Français qui nous regardent comprennent que vous n'essayez même pas de discuter avec François Bayrou la situation? On a parlé de cette crainte d'épargne en masse. Les Français, ils ont peur. J'ai vu certains sondages sur le départ de M. Bayrou et maintenant la démission de M. Macron à 68%. Manifestement, ils comprennent assez qu'on arrête de négocier avec un pouvoir qui, il y a 1 an, a dissous, n'a absolument pas tenu compte des élections, continue à mettre en place une politique qui échoue à tout niveau. Je veux dire, j'ai l'impression que c'est plutôt compris. Vous n'irez pas. Dans ce contexte, quelles sont vos revendications pour le 10 septembre, précisément? Pour le 10 septembre, c'est très clair. Nous, on pense que le 8, je vous le dis très franchement, là, on s'amuse, il y a un feuilleton. On s'amuse. C'est pas drôle. Moi, je trouve pas drôle. Vous avez raison. Non, franchement, alors, vous avez raison, Marc Sylvestre, je vais vous donner raison. Ce soir, j'ai trouvé pas drôle du tout. L'espèce de catastrophisme auquel se joue, il m'a mis en colère, très franchement, parce que je trouve que c'est un fort mauvais service rendu aux Français. Par exemple, qu'il arrête les comparaisons avec Liz Truss en Grande-Bretagne, en disant... Mais pourquoi Parce que Liz Truss... Pourquoi Jean-Luc Mélenchon compare les emprunts russes aux emprunts français? Mais parce que Liz Truss, vous savez pourquoi? Vous savez ce qui s'est passé? Elle a baissé les impôts de manière drastique en quelques semaines. Quand il dit la dette, on s'en fout, la politique de M. Macron. Donc ils arrêtent la comparaison. Non, c'est parce que... Quand il dit on ne remboursera pas... Attendez, chacun son tour, s'il vous plaît. Ce qui est dit par Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'il faut faire attention,
par rapport à la France, à, j'allais dire, agiter cette histoire de faillite qui laisserait penser qu'on ne peut plus rembourser. De toute façon, je vais vous dire une chose, vous ne remboursez jamais le stock de la dette. Et cette phrase que je vais vous dire... Alors attendez, est-ce que c'est une raison pour la creuser? Il faut rembourser les intérêts. Mais la question n'est pas de creuser... Encore une fois, la question n'est... Est-ce que l'essentiel aujourd'hui, à long terme, est-ce qu'on pense que la politique mise en place par M. Bayrou va répondre aux objectifs de l'heure? Je vous ai dit, pour moi, des objectifs de l'heure, c'est la dette écologique. Elle me semble catastrophique. L'autre objectif, c'est de répondre aux besoins des Français, par exemple. C'est de relancer notre industrie. Et puis, ça peut être aussi un objectif, je ne dis pas quoi, ça peut être de réduire les déficits sur plusieurs années. D'accord? Est-ce que vous pensez que la politique d'offre et de compétitivité qui est mise en place va réduire les déficits? Eh bien, moi, je vais vous dire non. Parce qu'une politique récessive dans la situation actuelle, c'est le bilan qu'ont tiré les Allemands, eh bien, ça va avoir un effet récessif et que vous aurez moins d'entrée de TVA, c'est ce qui se passe. Hein. Là, c'est intéressant parce qu'on a eu quand même un plan Bayrou l'année dernière voté. 35 milliards d'économies. Le bilan, c'est quoi? C'est qu'il y a moins d'entrée de TVA dans ce pays au premier trimestre. Il n'y a pas d'activité. Très bien, il y a moins d'activité. Alors attendez. Parce que la confiance plonge. Et quand vous parlez de réindustrialisation, c'est pas en claquant des doigts que ça va arriver. Il faut prendre des mesures. Si on augmente les impôts, vous croyez qu'on va réindustrialiser le pays? Moi, je ne propose pas d'augmenter les impôts pour les Français, ce qui d'ailleurs va être fait pour les entreprises. L'ensemble des Français d'ailleurs. Parce que l'histoire de pas d'indexation de l'impôt sur le revenu. Mais non, mais moi je suis pour baisser les impôts. Moi je suis pour aller rechercher les cadeaux fiscaux qui ont été faits. C'est la marque de M. Macron. C'est qu'il a avantagé, pour des raisons politiques assurées, quelques centaines de personnes dans ce pays, et ça nous coûte. Ça peut nous sembler aberrant, mais ça nous coûte des dizaines de milliards. Mais c'est un peu ce qu'ils sont en train d'essayer de rectifier, non? Ils ont fait un pas ces derniers jours vers vous, vers la gauche là-dessus. C'est à peu près à hauteur de 10% du plan d'économie qui compte faire. Donc c'est pas du tout à la hauteur de ce qu'il faut faire. Mais ce que vous appelez des cadeaux fiscaux, ce sont des allègements de charges. On peut les contester, mais... Non, là je vous parle de... En partie notamment. On parle de la flat tax, la suppression de l'ISF, etc. Sur la fiscalité, ça... On parlait du rapport de du Sénat. Vous comptez, effectivement, les moindres rentrées fiscales. On peut aussi considérer, et de fait ça s'est vérifié aussi, en tout cas sur les premières années du mandat d'Emmanuel Macron, que cet allègement de la fiscalité et l'allègement des charges d'entreprises a permis... Non. Bah si. Ce que vous dites, c'est vote. Moi, je me reporte. Ça a permis de baisser le chômage. Je vais vous répondre sur deux choses. Et même il y a eu des rentrées fiscales supérieures les années où les impôts sur l'entreprise ont baissé. Bah si. Non. Alors, je vais répondre. Je vais répondre point par point si vous voulez. Je vais répondre point par point. Non, je vais répondre point par point à ce que vous dites. D'abord, vous avez raison d'évoquer, je l'évoquais pas, je parlais pas de cadeaux fiscaux, les aides aux entreprises estimées par le Sénat à 211 milliards. D'accord? Mais c'est, en tout cas, je veux remarquer que c'est ça la principale charge de la puissance publique. Plus que le... D'accord, je le mets... Mais ça n'a pas été des doutes. Ça nous coûte 6 400 € par seconde pour les comparaisons de monsieur. Bien. Mais ça rapporte justement, comme elles sont sans condition, c'est une question que ça rapporte. Deuxième chose... Juste, je vais vous dire, non, il n'y a pas eu d'augmentation des impôts parce que les impôts ont baissé. Ce qui s'est passé, c'est qu'en 2023, qui était une année post-Covid, l'économie qui était au fond de la piscine, elle est remontée à la surface en un an. Et donc, tout d'un coup, c'est ce qui explique en grande partie la question des déficits en 2020. Ils se sont dit, beaucoup d'argent. Mais la fiscalité a augmenté, c'est extraordinaire. Ils n'ont même pas regardé que c'était sur une année anormale. Quand les années sont devenues normales, la fiscalité a baissé. Rachel Binas avait une question à laquelle vous n'avez pas répondu. Excusez-moi. Non, mais on va y venir. On va y venir. J'ai tellement des débatteurs de talent que... C'est intéressant. Mais la question du 10 septembre nous intéresse aussi. Et la question de Rachel, c'était de savoir quel était le message du 10 septembre. Moi, j'ai la réponse pour vous. J'ai la réponse pour vous, Rachel Binas. Jean-Luc Mélenchon qui a tweeté dans la foulée de la prise de parole de François Bayrou. Est-ce qu'on peut revoir ce qu'il a fait, Jean-Luc Mélenchon, ce qu'il a écrit? La CGT et Sud Solidaire appellent à la grève le 10 septembre. Des sections de FSU en font autant. La France du Travail écrit son calendrier de libération du libéralisme. Et là, c'est très clair. Le 8 septembre, on vote pour faire partir Bayrou. Le 10 septembre, on agit pour faire partir Macron. Donc le message du 10 septembre, c'est au revoir Macron. Il faut en finir avec le chaos. Et Macron, c'est le chaos. Macron, c'est le chaos? Bien sûr. Moi, je considère que ce qui se passe dans ce pays, c'est-à-dire la politique menée, économiquement, elle est mauvaise. Démocratiquement, elle pose problème. Ça, c'est, par exemple, vous avez remarqué que l'autre fois, nous avons apprécié que François Bayrou revienne comme à une tradition normale, qui est le vote de confiance. C'est quand même un problème que l'Assemblée nationale, on lui passe comme ça, on lui passe dessus en permanence, que ce soit par 49.3. Donc, il y a un problème qui est posé, qui est un problème Macron. Et donc, j'allais dire que s'ils remettent un nouveau gouvernement, c'est pas ça qui va résoudre la question pour appliquer la même politique. Donc, il faut un retour au peuple. J'ai tendance à penser que c'est plus la présidentielle
qui peut être la manière de revenir justement sur une stabilité avec un retour au peuple et que les Français tranchent, qu'une dissolution où la dernière fois ils n'ont pas suivi le résultat. Voilà, c'est pour ça que nous disons très clairement que le 10 septembre, ça doit servir à ça. Est-ce que vous n'aurez pas un problème, imaginons, de cette hypothèse qui n'est pas totalement loufoque, c'est-à-dire il y a par exemple dissolution. Est-ce que vous ne pensez pas aussi qu'au sein même de votre formation politique, vous allez avoir un problème, pour reprendre votre expression, celle de l'unité qui est quelque chose qui compte. Vous avez remarqué que je parlais de démission, là, du président de la République. Avant la démission. Bah non, je parlais de la dissolution. J'ai tendance à penser on va poser une motion de destitution, pardon. J'ai tendance à penser que et j'ai remarqué d'ailleurs que Jean-François Copé en parle. Enfin, ça pense quand même à dire son idée. Il ne parle pas de destitution d'ailleurs, il parle de démission. L'hypothèse de la dissolution. L'hypothèse de la dissolution, si c'est ça qui est sur la table, comme je pense qu'il faut un retour au peuple, on le prendra. Et comme j'ai jamais peur j'allais dire, du retour au peuple, eh bien on assumera pour essayer de faire en sorte que le programme que nous portons, parce que moi la question c'est le programme, c'est un problème de rupture, qui est une alternative franche par rapport à ce qui est fait, soit majoritaire. On en parlera à ce moment-là. Vous déposez une motion de destitution le 23 septembre prochain, mais vous savez que ça n'aboutira pas. On verra. Comme ça n'a pas abouti l'année dernière. C'est parce que Mme Le Pen n'a pas voté pour à la conférence des présidents que c'est pas venu dans l'Assemblée. Là, j'ai quand même l'impression que, si vous voulez, ce que je regarde, il y a 68% des Français qui demandent la démission de M. Macron ce soir. C'est quand même beaucoup. C'est à prendre en compte. Mais en l'occurrence... C'est pas les sondages qui disent. C'est pas les sondages qui disent, mais puisqu'on nous parle sans arrêt des sondages, quand il y en a plusieurs qui disent à peu près la même chose, et puis dans la rue, vous le voyez. Il faut la majorité absolue des deux chambres. Vous ne l'aurez pas. C'est arithmétique. Mais écoutez, on verra bien ce qu'on enclenche. Mais à quoi ça sert de déposer une motion de destitution? C'est quoi la philosophie derrière? Et puis on nous disait à quoi sert la motion de... Par exemple, une des raisons pour lesquelles M. Bayrou va faire le vote de confiance, on sait, c'est qu'il y a eu l'appel au 10, mais il y a eu LFI qui a dit le 23 septembre, on pose une motion de censure. Les écolos ont dit on la vote, le PC a dit on la vote, le PS était hésitant, et le RN aussi, mais vraisemblablement ça se faisait. Donc il avance, et pourtant on nous disait mais ça va pas marcher. Vous voyez que ça a marché. Donc vous savez, les seules batailles qui sont perdues, c'est celles qui sont pas commencées. Moi, c'est une vieille règle que j'ai eue professionnellement, et en général ça marche. Et expliquez-nous en quoi le départ d'Emmanuel Macron arrangerait les choses, que le paysage politique resterait aussi fragmenté. Mais parce qu'il faut un retour il faut trancher cette question. C'est plus... Enfin, rendez-vous compte. Alors, je reviens au problème de contexte global que nous avons. Nous sommes dans un moment où l'histoire change, se modifie. En gros, pour aller vite, on a eu plein d'années où le capitalisme s'est appuyé, excusez-moi d'utiliser ça, mais s'est appuyé sur le libre-échange. Aujourd'hui, on voit bien que c'est des guerres commerciales qu'on en jeu. Donc, il y a un enjeu extrêmement important, plus l'enjeu écologique et tout ce qu'il y a. Est-ce que on peut continuer comme ça, avec un pouvoir qui est minoritaire, qui peut absolument plus rien faire passer, sauf à passer avec des artifices de la Ve République qui pose un problème de régime? Je ne crois pas. Je crois que la France est en situation de grande faiblesse. Et dans ces cas-là, je pense que c'est le peuple qui doit trancher. Et Jean-Luc Mélenchon, président, ce serait votre scénario idéal? Notre programme gagnant les élections, oui. Et pour qu'on gagne les élections, je pense que Jean-Luc est le meilleur candidat. Et vous souhaitez un départ d'Emmanuel Macron. Vous souhaiteriez une dissolution? Je viens de le dire. Ma préférence, c'est la démission. Mais voilà, si la dissolution vient, la dissolution viendra et on l'assumera. Et vu l'état des relations en ce moment entre le Parti socialiste et vous, est-ce que vous pensez repartir en candidature unique? Comme en 2024, candidature unique. J'ai entendu ce que dit le Parti socialiste. Le Parti socialiste, pour l'instant, est dans une situation où ils n'imaginent pas d'alliance avec nous. C'est pas nous qui le disons. Et on ne sait même pas sur quel programme. Nous, on ira avec les gens qui respectent le programme. En allant devant les urnes, vous n'êtes pas assuré, vous, d'être majoritaire. On n'est jamais. Mais comme vous êtes un fin observateur, vous remarquerez que quelques semaines avant les élections de juillet dernier, on nous disait que le RN allait largement gagner. Pardon, mais votre préférence, c'est la guerre commerciale. Ah non, j'ai pas dit que c'était ma préférence. Vous avez dit on change de paradigme. Non. Ma préférence, c'est d'en finir avec le système du capitalisme financiarisé. Donc, non, mais le libre-échange. Non, j'observe. C'est le libre-échange ou la guerre commerciale? Non, mais j'observe. C'est ça, là. Non, mais j'observe ce qui se passe. Non, mais il y a une autre solution. Il y a une solution, c'est des règles internationales de coopération entre les pays qui soient ni une guerre commerciale ni libre-échange. Mais si, je vous le dis. Non, mais je vous rassure, vous n'aurez pas le pouvoir, donc ça devrait aller, ça va bien se passer. Mais je vous rappelle, parce que vous connaissez la dernière période de libre-échange qui a dégénéré en guerre commerciale, c'est avant 14. Non, mais par rapport aux problématiques qui sont les nôtres. Juste une dernière question. Vous êtes conscient que si jamais, que Dieu ne plaise, j'espère que ça n'arrivera jamais, mais M. Mélenchon arrive au pouvoir
rendez compte la défiance que nous allons générer? Vous vous rendez compte les taux d'intérêt, comme en Grèce, vont monter à 10-15%? Les investisseurs n'investiront plus en France. C'est vous qui le dites. Ah, mais non, c'est pas moi qui le dis, c'est inévitable, malheureusement. Regardez déjà le pauvre monsieur Bayrou qui fait pas d'efforts, déjà le taux d'intérêt commence à augmenter. Alors si on a quelqu'un qui nous dit on arrête tout, on rembourse pas les emprunts, imaginez à la fin du film. Si vous allez dire aux 15% de Français aujourd'hui qu'ils seront dans une situation encore pire si on change de politique qui favorise les plus riches. Non, il faut changer de politique. Mais je veux dire, la politique que vous proposez, elle sera beaucoup plus dramatique. C'est la seule alternative, c'est une politique assez cohérente qui vise à redistribuer les richesses autrement et à faire une politique de relance par la bifurcation écologique en comptant remplir les carnets de commandes. C'est pas. On l'a déjà essayé. Est-ce qu'en cas, j'avais une question. Est-ce qu'en cas d'élection présidentielle anticipée, est-ce que Jean-Luc Mélenchon a réellement une chance? D'abord, il a été 3e des 2 dernières présidentielles, donc sur le papier, il a effectivement des chances d'atteindre le second tour. Son problème aujourd'hui, c'est qu'à l'intérieur de la gauche, il faudra voir qui sera l'alternative. Les sondages aujourd'hui montrent qu'un candidat de gauche sur la ligne de départ qui s'appelle Raphaël Glucksmann est en mesure peut-être de faire plus de 10. Les 2 derniers, je rappelle, Benoît Hamon 6 en 2017 et Madame Hidalgo 2 et quelques. Il y aurait qui dans un gouvernement sous la présidence? Non, mais projetons-nous un peu, puisque potentiellement c'est imminent. Pour l'instant, il faut faire en sorte Est-ce que le PS serait le bienvenu? Que tout ça avance. Et pour que tout ça avance, non seulement il y a le boulot que nous on fait à l'Assemblée, mais il y a la mobilisation sociale. Et c'est pour ça que j'appelle à beaucoup se mobiliser le 10. Ça me semble être aussi aujourd'hui l'objectif qu'on doit avoir. Parce que dans les situations qu'on décrit, comme la situation que vous décrivez, monsieur, comme quoi finalement on n'y arriverait pas, il y a aussi la question de ce que font les Français. Voilà. Quand les Français se mobilisent, ça peut changer. Et vous pensez que les Français vont se mobiliser malgré le vote de confiance et la chute possible de François Bayrou? Oui, parce que je pense qu'ils comprennent que ça ne s'arrête pas avec M. Bayrou. M. Bayrou est un fusible qui vient de sauter. Moi, je pense que c'est le dernier fusible de M. Macron. M. Macron pense peut-être qu'il aura un autre Premier ministre, mais à mon avis, ça aura la même finitude. Bon, mais vous citez en gros 2 tiers des Français qui veulent un départ d'Emmanuel Macron. Je ne suis pas sûr qu'il n'y ait pas 2 tiers des Français qui ne veulent surtout pas de Jean-Luc Mélenchon. Oui, mais enfin, pour l'instant, moi, je vous parle du pouvoir qui est en place. Voilà. On parlera de la suite quand on aura des élections. Il y a une question de Dominique qui nous écoute. Cette crise politique n'accentuera-t-elle pas la défiance des Français envers les politiques? C'est pas une inquiétude pour vous, ça? Je pense que c'est intéressant ce que vous dites, parce que je crois que il y a eu un grand engouement civique aux dernières élections en juillet. 70% des gens ont été votés. Et je pense que des gens comme M. Macron ont assez envie de dire aux Français, vous voyez, ça ne sert finalement à rien de voter, parce que quand vous votez, on n'en tient pas compte. Donc moi, je dis à votre auditeur que surtout, il ne part pas dans ce piège-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, gouvernent, et c'est quand même assez paradoxal pour une démocratie, des gens qui ont été battus il y a 1 an, leur programme a été battu, et vaille que vaille, ils nous expliquent que c'est la seule solution. C'est ça qui, j'allais dire, décrédibilise la démocratie et la République. Et moi, comme je suis républicain, ça me pose problème. Alors, il y a l'option de la démission d'Emmanuel Macron. Ce que vous souhaitez, on l'a bien compris. Il y a la possibilité de la dissolution. Là-dessus, vous n'êtes pas trop pour. Et il y a une 3e possibilité, Sami Sfaxi nous a rejoint, c'est qu'Emmanuel Macron choisisse tout simplement de nommer un nouveau Premier ministre. Il y a une liste, en tout cas, des noms qui circulent, Sami, de premiers ministrables possibles. C'est ça. Vous vous êtes renseigné. J'ai appelé cette chronique les prétendants de la villa des cœurs brisés de Matignon. Parce que c'est vrai qu'il y a toujours des déçus. C'est à chaque fois le même scénario. Alors on retrouve, c'est vrai, souvent les mêmes noms. On vous a préparé une petite liste. En tête, Sébastien Lecornu, bien sûr. En tête, l'actuel ministre des Armées, fidèle parmi les fidèles d'Emmanuel Macron. Il est quand même au gouvernement. Imaginez bien depuis 2017, depuis le début de l'ère Macron. Catherine Vautrin également, alors elle était à un perron, à une marche du perron près en 2022 pour accéder à Matignon. Ça s'est pas fait à la dernière minute et Emmanuel Macron a particulièrement d'ailleurs apprécié sa gestion du projet de loi sur la fin de vie et c'est pas Bruno Jeudi qui va me contredire là-dessus. Gérald Darmanin, le garde des Sceaux, qui est également en très bonne position. Il était à Brégançon cet été aux côtés du chef de l'État. Le nom de Bernard Cazeneuve aussi circule pour satisfaire les socialistes. Éric Coquerel, on y croit moyen évidemment à ce nom de Bernard. Non, c'est pas une option ça pour vous, Bernard Cazeneuve, qui mettrait un peu tout le monde d'accord. Là, je dis aux socialistes que si ils rentraient dans je ne sais quelle coalition pour continuer à appliquer la politique de M. Macron, là, je crois que ça réglerait toute chose à l'avenir. Et je pense que ça serait une faute terrible. Je crois qu'il ne faut pas de 3e gouvernement. Il ne faut pas un nouveau gouvernement qui prolonge le macronisme. Le message est passé.
Et on termine peut-être par une surprise, Éric Coquerel. Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, est-ce qu'il aurait en tout cas gagné à être Premier ministre? J'aime bien l'expression de notre chef de service du service politique de BFM TV qui disait, Marie Chantray, eh bien ce serait peut-être le baiser de la mort d'Emmanuel Macron, hein, puisqu'il sera un peu grillé pour la présidentielle, du coup Bruno Retailleau. Mais c'est vrai que selon nos informations, ça devrait aller très vite. Donc la journée du 8 septembre va être très intense. La liste est plus longue que ça. Oui. Famille, hein. Ah, alors c'est quoi les autres noms? C'est quoi les autres noms, Bruno Jeudi? Yves Tréhard a donné celui de Jean Castex, hein, qui est. Ah oui, alors Jean Castex, ça on en a pas. Il a donné à la toute fin de l'émission, dans les toutes dernières secondes, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais Jean Castex pourrait faire son grand retour. C'est une possibilité. Il y a eu d'autres noms qu'on circulé. Je pense qu'il y a des noms aussi de la société civile. Pierre Moscovici, par exemple. Thierry Breton, par exemple. Éric Lombard, par exemple. Non, il y a du monde sur le marché. Il y a du monde, mais alors qui? Moi, j'ajouterais Christine Lagarde. Christine Lagarde, éventuellement, je ne suis pas sûr qu'elle accepte de quitter le poste qu'elle a actuellement. Christine Lagarde, à qui on demande régulièrement d'être Première ministre, et elle a toujours refusé. Le 8 septembre, quand les oppositions, M. Coquerel l'a confirmé à l'instant, en tout cas pour LFI, auront voté pour la chute de M. Bayrou, je pense que la préoccupation, et même elle va commencer avant, de M. Macron, c'est d'envoyer un signal vers les marchés et donc de rassurer. Oui, mais pour quelle politique? C'est ça le problème. C'est-à-dire que si effectivement on a une xème personne finalement qui n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale, donc qui ne pourra pas faire forcément de compromis, ça paraît peu crédible. Donc on est quand même dans un corner. Ah oui, moi je pense qu'on est dans un corner. Et moi je pense malheureusement la solution sera certainement peut-être parce que si on dissout l'Assemblée et qu'après M. Macron démissionne, ben, on ne pourra pas refaire encore une autre dissolution avant un an. Peut-être que la solution c'est peut-être qu'effectivement M. Macron. On a vu passer des personnalités civiles comme Raymond Barre, rentrer le tout ministre politique. J'ai un petit message de Raquel Garrido qui vous est adressé, Éric Coquerel. Elle me dit la chose suivante. Les 6 organisations du Front Populaire 2027 se disent prêtes à gouverner. Pourquoi Éric Coquerel n'envisage pas de gouvernement du NFP? Ce que j'ai bien compris de ce qui ressort de leur communiqué, on ne sait pas très bien si c'est avec nous, sans nous. On ne sait pas très bien sur quel programme. Donc ils se mettent d'accord déjà là-dessus avant de s'adresser à nous. Parce que pour l'instant, ce n'est pas très clair. Hein. Là-dessus, c'est le cas, Bruno Jeudi. Il n'y a pas de... La France Insoumise n'est pas tout à fait la bienvenue. En tous les cas, entre Madame Garrido et la France Insoumise, non, ça va pas très très bien, puisque elle avait été candidate sans l'investiture de son ancien parti. Mais c'est vrai que la France Insoumise aujourd'hui à l'intérieur de la gauche, à la fois est dans une place centrale parce que c'est la principale force sur le papier et dans les urnes, et en même temps Jean-Luc Mélenchon est très contesté et par le Parti communiste français et par le Parti socialiste. Les écologistes étant un peu divisés sur cette question. Mais cette division, elle est à cause de qui? Est-ce qu'elle est pas à cause de vous aussi? J'entends bien tout ce que vous dites. Alors déjà, une première chose... Bon, elle me réécrit, elle dit qu'il faut être tous ensemble. Oui, encore une fois, je dis avec Emmanuel Macron. J'entends depuis un certain temps, c'est plutôt nos ex-partenaires, notamment je pense au Parti Socialiste, qui excluent l'idée que LFI soit dans une union, et ils l'excluent pour une bonne raison. J'en reviens toujours à la question du programme pour moi, c'est que aujourd'hui, il faut leur poser la question, est-ce qu'ils sont toujours fidèles au programme du NFP qui avait une certaine logique de rupture? Moi, je pense que la question, il faut qu'ils la résolvent avant ça. Mais au-delà de ça, sur en gros nos difficultés, moi je trouve que pour un mouvement qui, à la rentrée, explique qu'il veut déposer une motion de censure le 23 septembre, qu'il appuie le 10 septembre, etc., et que le résultat, c'est quand même le vote de confiance auquel est contraint M. Bayrou, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on marque quand même le moment. Je vous accorde que Jean-Luc Mélenchon, avec sa rentrée très tôt, a mis une pression. Je pense peut-être d'ailleurs que ça provoquer cette faute de temps de François Bayrou. J'ai le sentiment que la pression que vous mettez sur le 10 de manière surprenante, puisque vous vous associez à ce mouvement, on va pas revenir sur le mouvement dont on pourrait... sur la nature ou la source. Que ce qui sort... si on analyse en termes de François Bayrou a finalement cherché à anticiper ce mouvement. Et quelque part, Jean-Luc Mélenchon a mis une grosse pression sur... Il y a une pression qui a été organisée, on n'y est pas pour rien quand même. Oui, mais je vous accorde ce point-là. Merci beaucoup, Éric Coquerel.